Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'homme qui fut notre premier président et dernier souverain, Louis-Napoléon Bonaparte, alias Napoléon III. Pour ce faire, nous recevons un éminent spécialiste du sujet, Éric Anso, bonsoir. Vous êtes docteur agrégé d'histoire, professeur des universités enseignant à l'université de Lorraine, à Nancy, et auteur de nombreux ouvrages tels que Napoléon III, la première élection présidentielle de l'histoire, coécrit avec Jean Tullard, dont vous avez été l'élève, ainsi que votre dernier livre écrit avec Jean-Luc Brodon, paru chez Passé Composé, Histoire mondiale des impôts. Alors c'est l'avant-dernier, puisque je sors le 6 février, donc jeudi, l'histoire de la nation française, mythe des origines et intéressant. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été élève du spécialiste de Napoléon Bonaparte, M. Jean Tullard. Comment se fait-il que vous soyez spécialisé sur le troisième du nom, si on peut dire? il y a plusieurs raisons. Alors, c'est une question bien intéressante. Alors, la première raison, c'est que j'avais fait mon mémoire de maîtrise. À l'époque, ça s'appelait maîtrise, ça ne nous rajeunit pas. C'est l'ancêtre du master. Avec Jean Tullard, à la fin des années 80, et il m'avait dit, voilà, Éric Anso, je vais publier un dictionnaire du Second Empire pour faire redécouvrir Napoléon III. Vous êtes agrégé d'histoire, vous voulez faire une thèse, je vous orienterai bien volontiers sur le Second Empire. Alors, il se trouve que, deuxième raison, je connaissais très très bien la période, puisque dans ma jeunesse, j'avais lu les Rougon-Macquart, l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, de Zola, et la période m'intéressait énormément. Alors, quand il m'a fait cette proposition, je lui ai dit banco, allons-y, encore faut-il trouver un sujet, et il m'a trouvé un beau sujet qui n'avait jamais été traité, les députés du Second Empire. Voilà, j'ai fait une thèse avec Jean Tullard, et à partir de là, quand on a goûté au Second Empire, on y reste. Biographie de Napoléon III, vous l'avez rappelé, et d'autres sujets. Alors, qui est Napoléon III? Qui sont ses parents reconnus? Et qui est-il à l'égard de Napoléon Ier? Alors, il est, pour faire simple, son neveu, puisqu'il est né en 1808, dans un hôtel particulier de Paris, à une époque où Napoléon Ier, l'empereur des Français, règne en maître déjà sur une grande partie de l'Europe. Et parmi ses frères et sœurs, il a fait de son frère Louis, son frère cadet, le roi de Hollande. Et il se trouve que le père, en fait, de ce petit garçon qui naît, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, eh bien, est le roi de Hollande, Louis. Mais on peut aller plus loin, puisque la mère, en fait, de ce petit garçon, c'est Hortense de Beauharnais, qui, en fait, est la fille adoptive et la belle-fille de Napoléon. Et donc, d'une certaine façon, eh bien, le petit garçon, non seulement est le neveu de Napoléon Ier, mais par certains côtés, il est son petit-fils, puisque, encore une fois, sa mère a été adoptée par Napoléon Ier. Question un peu provocante, mais est-ce que Louis-Napoléon est vraiment un Bonaparte? Alors, ça fait beaucoup jaser en son temps. Victor Hugo avait remis en doute cela. Il faut dire que, on va dire, le père de Louis-Napoléon Bonaparte, le roi de Hollande, soupçonnait très fortement son épouse, Hortense de Beauharnais, de l'avoir trompé. Dans ma biographie, je montre que, selon toute vraisemblance, ça n'est pas le cas. Certains, encore aujourd'hui, mettent en doute cela. Ce qui permettrait de lever ce doute, cette hypothèque, serait un test ADN. Alors certains voudraient le pratiquer en prélevant par exemple un cheveu de la dépouille de Louis, le roi de Hollande dont je parlais, qui se trouve à Saint-Leu-d'Esserand. La famille Napoléon ne veut pas forcément aujourd'hui, mais voilà, on lèverait définitivement l'hypothèque. Je dirais, ça n'est pas l'essentiel, ça relève de l'anecdote, puisque ce qui compte, c'est que Napoléon pensait que Louis-Napoléon était son neveu, et surtout, Louis-Napoléon, qui a fait une grande carrière dont on va parler après lui-même, pensait qu'il était le neveu de son oncle. Et il a bâti une grande partie de sa carrière là-dessus. Alors, où passe-t-il sa petite enfance et avec qui? Alors c'est très compliqué, puisque je dirais les 7 premières années de sa vie, c'est une enfance dorée, puisque, encore une fois, il est le neveu de l'empereur Napoléon Ier, qui règne sur les Français une grande partie de l'Europe. Et puis 1814-1815, ce sont les 2 abdications de l'empereur Napoléon. Et lors de la première, eh bien, la mère Hortense de Beauharnais, qui s'est, si j'ose dire, ralliée un peu opportunément
au vainqueur de Napoléon, a obtenu de rester en France. Donc le petit garçon pourra rester avec sa mère en France. Mais voilà, quand Napoléon revient, elle se rallie à son oncle et père adoptif. Et bien évidemment, quand il est définitivement vaincu en 1815 à Waterloo, les Alliés, ça ne peuvent pas le pardonner. Et donc les Bonaparte sont condamnés à l'exil. Et elle va devoir, avec son petit garçon, prendre la route de l'exil. Elle va se réfugier pendant un temps en Allemagne, parce que son propre frère, Eugène de Beauharnais, était le gendre du roi de Wurtemberg. Et puis dans un deuxième temps, elle va aller s'installer sur les bords du lac de Constance, en Suisse. Et c'est là que le jeune garçon, Arenenberg, va passer une partie de sa jeunesse avant de retourner en Allemagne, en Bavière, à Augsbourg, pour y suivre sa scolarité. Et puis les étés, très souvent, il allait en Italie pour visiter une grande partie de la famille des Bonaparte qui s'y trouvait réfugiée, et en particulier sa grand-mère, Madame Mère, Laetitia, qu'il aimait beaucoup, et donc il allait à Rome, parfois il allait aussi à Florence pour visiter son père. Donc c'est un petit peu, je dirais, une enfance européenne, une enfance itinérante du fait de l'exil. Quel souvenir garde-t-il de son oncle? De son oncle Napoléon, alors un souvenir extrêmement ému, parce qu'en fait, il se souvient très clairement, il le rapportera dans une grande partie de ses conversations et aussi de sa correspondance, qu'il l'avait tenu à bout de bras en janvier 1815, janvier 1814, excusez-moi, au moment d'entamer la campagne de France, juste avant malheureusement de devoir abdiquer pour la première fois à Fontainebleau en avril 1814, une campagne de France d'ailleurs qui est absolument géniale, puisque les troupes de Napoléon et Napoléon combattent souvent à 1 contre 5. Et donc cette étreinte de son oncle lui est restée, d'autant plus que son oncle lui avait dit, imaginez à l'époque, il n'avait que 6 ans, tu es l'espoir de ma race, sous-entendu, tu seras peut-être un jour mon héritier, et il croira toujours en cette bonne étoile. Et sa mère, la reine Hortense, va l'élever non seulement dans le culte de son oncle Napoléon, mais aussi dans l'idée qu'un jour, c'est lui qui lui succédera à la tête de l'État. Quelle éducation reçoit-il? Alors une éducation qui est une très très bonne éducation. Au début, il a des difficultés parce que, comme je le disais, alors il a des précepteurs, donc qui lui enseignent en français, un certain nombre de précepteurs, mais très rapidement, il doit aller dans un lycée allemand, donc il doit se familiariser avec la langue de Goethe. Mais comme il a une très bonne oreille, très rapidement il sera polyglotte, il parlera 5 langues étrangères, il va réussir dans ses études, et il va entamer ensuite en Suisse une carrière militaire, un peu à l'instar de son oncle Napoléon, une carrière alors là non pas dans le génie mais dans l'artillerie, qui le fera par la suite servir dans l'armée helvétique, et il publiera même dans les années 1830 un manuel d'artillerie. Il faut dire que il a été un petit peu lent au démarrage en termes d'études, parce que ses précepteurs ne savaient pas forcément l'intéresser, mais quand il a démarré, il est devenu, on peut le dire, un intellectuel, on peut le comparer d'ailleurs avec certains de nos chefs d'État plus récents, et il n'en a pas à rougir, et la comparaison vraiment est à son honneur, puisque en fait, il lisait énormément, il prenait des notes, et il a écrit, pour vous donner une idée, avant de devenir chef d'État, une dizaine de livres et plus d'une centaine d'articles. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien son sujet. Donc a-t-il un talent militaire comme son oncle? Alors je dirais oui et non. Il connaît très très bien l'organisation de l'armée. Le manuel d'artillerie que j'évoquais tout à l'heure est resté en usage dans les écoles suisses d'artillerie encore au milieu du XXe siècle. Donc c'est dire vraiment qu'il était pris au sérieux. Par contre, je vous vois venir avec votre question, est-ce qu'il était un génie de la guerre comme Napoléon? Je dirais non. C'est vrai que sur un champ de bataille, Napoléon était un génial tacticien, un génial stratège, prenant à revers ses adversaires, les surprenant. Napoléon III, rien de tout cela, plusieurs fois, et on évoquera bien évidemment sans doute la guerre de 70 perdue contre les Allemands, le fait qu'il commande les armées est un peu contre-productif. A-t-il une enfance heureuse? Est-il chéri par sa famille? Alors, la relation avec son père est extrêmement compliquée parce que son père lui mène la vie dure, et lorsqu'il voudra par exemple s'engager au service de la Grèce, parce qu'on va y venir,
L'une des particularités de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'il souhaite l'indépendance des nationalités européennes, et les Grecs à l'époque étaient sous domination de l'Empire ottoman. Il n'est pas encore majeur, c'est-à-dire qu'à l'époque, il a 20 ans, la majorité est à l'époque à 21 ans, et il doit obtenir l'autorisation de son père, l'ancien roi de Hollande, de Louis, qui va la lui refuser, en disant tu ne peux pas t'engager pour une cause étrangère. Pour servir la cause de la Grèce, il fallait s'engager dans l'armée russe, car c'est les Russes qui soutenaient à l'époque beaucoup les Grecs. Et Louis Bonaparte ne pouvait l'admettre, les Russes s'étaient opposés à son frère Napoléon. Donc des relations un petit peu compliquées avec son père, d'autant plus qu'on l'évoquait tout à l'heure, son père pense qu'il n'est pas le vrai père. Donc il va y avoir des moments d'amour, mais plutôt des moments de rejet de la part du père. Une relation, alors il est en recherche de figure masculine, par contre beaucoup plus étroite avec son oncle Eugène de Beauharnais. Il admire l'ancien vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais. Et puis surtout, alors là c'est fondamental, une relation absolument fusionnelle avec sa mère. Il adore sa mère. On retrouvera à sa mort en janvier 1873 dans son portefeuille plusieurs petites lettres. Une lettre de son fils, le prince impérial, et également une lettre de sa mère, la reine Hortense. C'est lui d'ailleurs, lorsqu'elle aura un cancer de l'utérus qui l'emportera, qui viendra lui fermer les yeux. Qu'est-ce que la folle entreprise italienne de Louis-Napoléon et son frère? Alors ça c'est très intéressant, on évoquait à l'instant le principe des nationalités qu'il va théoriser. Pour faire simple, on peut dire qu'il est le précurseur du président Wilson avec sa déclaration des 14 points pendant la Première Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors on n'appelle pas ça comme ça au XIXe siècle, on appelle ça comme étant le principe des nationalités. Et le véritable inventeur, le véritable théoricien, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. L'idée est la suivante: un peuple qui aspire à l'indépendance peut avoir cette indépendance et ne pas être dominé par un grand empire. Alors on dirait que c'est un petit peu osé quand on sait que son oncle lui-même a dominé un certain nombre de peuples européens avec son empire, mais il garde surtout la lecture du fameux mémorial de Sainte-Hélène que Napoléon a rédigé à Sainte-Hélène avec Lascaz et dans lequel il réécrit l'histoire. Et dans ce livre, le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon se donne la part belle en disant voilà, bien évidemment, j'ai pu dominer les peuples européens, mais mon idée était à terme de les libérer. Et ce qu'il importe pour nous, c'est de voir que Louis-Napoléon Bonaparte va garder en tête cette idée. En 1829, à Rome, meurt le pape. Et à la mort du pape, c'est Pie VIII, le pape. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, le pape possède un tiers de l'Italie. Il est souverain temporel. Non seulement c'est le chef de tous les catholiques du monde, mais en plus, il possède un État à lui. Eh bien, Louis-Napoléon Bonaparte, avec son frère aîné, dont nous n'avons pas encore parlé, qui est de 4 ans son aîné, Napoléon Louis, ils vont tous les deux avoir l'idée, en fait, eh bien, de renverser le pouvoir pontifical, mais d'aller plus loin, c'est-à-dire d'attaquer également les Autrichiens. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Italie est morcelée en 8 États, de manière, d'une part, à libérer tous les Italiens des puissances dominantes, la papauté, l'Autriche, la Russie qui s'y trouvait, et d'autre part, à entamer un processus d'unification italienne. Alors cette expédition, très vite, va très très mal tourner. L'aîné Napoléon Louis va dans des conditions très obscures, soit de maladie, soit peut-être assassiné, va mourir. Et Louis-Napoléon va lui-même échapper, nous sommes en 1831, à la mort. On évoquait tout à l'heure Hortense de Beauharnais, alors là c'est très romantique, c'est magnifique. C'est elle qui va venir sauver son fils et l'exfiltrer en fait, alors que les Autrichiens menaçaient de le fusiller et lui permettre de sortir de ce guêpier. Quel est son rapport avec les Carbonari? Justement, alors c'est à cette époque-là qu'il a noué un lien très étroit avec les Carbonari. Selon toute vraisemblance, son frère aîné, qui était Carbonari, la Charbonnerie, une société secrète qui vise à l'indépendance des États italiens et l'unification italienne, et c'est peut-être parce qu'il aurait rompu son serment qu'il aurait été assassiné. Je mets bien évidemment beaucoup de conditionnels. On ne sait pas, et comme je le disais, il est peut-être mort de maladie. Pour ce qui est de Louis-Napoléon, il y avait un colloque qu'on avait organisé avec Pierre Mitzet et la Fondation Napoléon il y a une dizaine d'années,
et l'un des communicants qui s'était plongé dans des pièces d'archives montrait que, selon toute vraisemblance, on n'en a pas la certitude, mais selon toute vraisemblance, Louis-Napoléon, donc notre héros, le futur Napoléon III, n'a lui-même pas adhéré au carbonarisme. Alors il en était sympathisant, mais il n'avait pas prêté le serment, et ça expliquerait peut-être pourquoi lui, quand les deux frères ont échoué, n'aurait pas été exécuté pour non-réalisation de ses promesses, contrairement à son frère aîné. Et il y a une suspicion là-dessus. On avance dans le temps. Le 30 octobre 1836 a lieu le coup de Strasbourg. Qu'est-ce et pourquoi échoue-t-il? Alors, c'est un coup d'État en fait que le jeune homme, là nous avons avancé bien sûr dans le temps, il a 28 ans au moment de cette tentative de Strasbourg, va faire pour renverser le roi des Français qui est en place depuis 6 ans, le roi Louis-Philippe. Alors, il faut savoir, là, il faut que je fasse pour ceux qui suivent cette vidéo un petit retour en arrière, qu'en fait, à partir de la Révolution de 1789, pour faire simple, il y a 3 familles qui se disent héritières des principes de la Révolution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez bien sûr les bonapartistes que nous évoquons, c'est Napoléon Ier, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Vous avez peut-être les plus connus qui sont les républicains. Et puis vous avez une 3e famille qui est une famille royale, monarchiste, ce sont les orléanistes, la branche cadette des Bourbons, qui, à la faveur d'une révolution en 1830, ont renversé définitivement la branche aînée. Donc la branche aînée, c'est la branche héritière de Louis XIV, de Louis XVI, et puis sous la Restauration entre 1814 et 1830, de Louis XVIII et de Charles X. Et Louis-Philippe, eh bien, c'est une épine dans le pied en fait des bonapartistes. C'est une monarchie qui se dit républicaine, qui est parlementaire, qui reconnaît le drapeau tricolore et qui reconnaît aussi la souveraineté nationale. Donc pour accéder au pouvoir, il n'y a pas 36 solutions, il faut tenter un coup d'État. Et c'est le coup d'État que tente Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? Il y a 2 raisons. D'abord parce que Strasbourg se trouve sur le Rhin, donc à la frontière allemande. Et à l'époque, vous avez en Allemagne une 40aine d'États. Et l'État qui se trouve juste de l'autre côté du Rhin, c'est le Grand-Duché de Bade, où règne Stéphanie de Beauharnais. Nous avons évoqué tout à l'heure les Beauharnais. Et Stéphanie de Beauharnais, c'est une cousine de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc elle lui a fait très bon accueil pour préparer son coup d'État. Donc il y a cette raison-là. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que Strasbourg est ville de garnison, c'est une ville patriote, c'est une ville bleue, et où le souvenir de Napoléon est resté très vivace. Et voilà pourquoi Louis-Napoléon, avec ses partisans, a l'idée que si il se présente comme l'héritier de Napoléon à Strasbourg, toute la garnison va se rallier à son panache. Mais en fait, ça ne va pas du tout être le cas. Il va être arrêté en fait par les troupes du roi Louis-Philippe. Et comment échappe-t-il à la prison, voire à la mort? Oui, alors ça c'est une bonne question. Un procès qui va être mi-chèvre, mi-chou, si j'ose dire, pour lui, parce que les jurés, c'est un jury populaire qui le juge, est plutôt bien disposé vis-à-vis de la cause bonapartiste, mais en même temps, voilà, même s'il est acquitté en grande partie, le roi ne peut pas lui pardonner. Donc d'un autre côté, il est plutôt content qu'il n'ait pas été condamné à mort, parce que imaginez guillotiner l'héritier de Napoléon, ça serait d'une très très grande impopularité, ça serait même impolitique. Et donc il va lui faire la promesse que s'il s'exile et qu'il accepte de passer le restant de sa vie à l'étranger, eh bien voilà, il le laisse tranquille. Alors, les promesses comme ça ne tiennent que ceux qui les croient. Eh bien, Louis-Napoléon va faire la promesse effectivement qu'il acceptera de rester à l'étranger et il part aux États-Unis. Ça sera l'occasion pour lui de découvrir à partir de 1836 les États-Unis. Mais en fait, sa promesse, il ne va pas la tenir et il prend le prétexte que sa mère est très malade pour rentrer en fait en Europe, d'abord en Angleterre, puis en Suisse, et se remettre très vite à conspirer contre le roi Louis-Philippe. Le fils de Louis Bonaparte n'est pas le seul Louis-Napoléon. En effet, Louis-Napoléon Lannes est envoyé en tant qu'ambassadeur de France auprès de la Confédération helvétique. Ces 2 hommes se retrouvent donc dans le même pays. Quelles relations ont-ils pu avoir l'un et l'autre? Alors, l'enfant du maréchal Lannes, c'est que le maréchal Lannes est l'un des plus populaires
chef de guerre de Napoléon. Il y avait une relation très très étroite entre les deux. Il mourra tragiquement en 1809 et comme Desaix avant lui, ça sera très très dur pour Napoléon. Alors Lannes, l'héritier, était bien évidemment lui-même bonapartiste de cœur, hein, mais il servait, comme beaucoup d'ailleurs d'anciens serviteurs de Napoléon et d'héritiers des serviteurs de Napoléon, la cause de Louis-Philippe, et donc il était ambassadeur, effectivement, vous l'avez rappelé, en Suisse. Donc c'est une relation un petit peu complexe qu'il entretient avec Louis-Napoléon, parce que je dirais, au fond de lui, Louis-Napoléon lui est sympathique, mais en même temps, bien évidemment, il sait très bien que c'est un conspirateur, et il est chargé de le surveiller pour le compte du roi Louis-Philippe. Et on évoquait tout à l'heure qu'il a tenté à Strasbourg de le renverser. Il se trouve qu'en 1840, il va de nouveau tenter de renverser le roi Louis-Philippe. Donc il est incorrigible, ce Louis-Napoléon Bonaparte. Le gouvernement de Molé réclame l'expulsion de Louis-Napoléon de Suisse. Comment se déroule cette crise diplomatique? C'est une crise diplomatique très grave. Il se trouve que Louis-Napoléon Bonaparte est citoyen helvétique. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué, mais en fait, il était installé en Suisse, il était citoyen d'honneur du canton de Turgovie, et il avait obtenu, alors ce qui s'apparente, ce n'est pas la nationalité comme aujourd'hui, mais la citoyenneté suisse. Et de ce fait, il est protégé, je dirais, par presque immunisé d'une expulsion par cela. Et il fait de l'agitation, il continue à faire de l'agitation en Suisse. Donc effectivement, le gouvernement Molé va masser l'armée avec l'assentiment du roi Louis-Philippe à la frontière. Les Suisses vont prendre peur, hein, parce qu'ils sont neutres, mais ils se disent, voilà, face au puissant royaume des Français, que peut-on faire? Et pour ne pas mettre mal à l'aise en fait ces hôtes suisses, c'est Louis-Napoléon qui va décider de partir, et il va, pour la troisième fois de sa vie et non la dernière, se réfugier de nouveau en Angleterre. Et quel train de vie mène-t-il en Grande-Bretagne? Alors, bon, déjà, il mène grand train parce qu'il faut savoir qu'il a hérité de sa mère, Hortense. Il héritera bientôt de son père, 5 ans plus tard, Louis. Donc, il a un capital très très important. Et puis, c'est un homme à femme et il sait choisir ses maîtresses, hein. Parmi elles, un peu plus tard, il aura une actrice anglaise extrêmement fortunée, Miss Howard. Donc il a beaucoup d'argent et il fréquente la gentry, il fréquente l'aristocratie anglaise. On le voit dans les châteaux, on le voit dans les clubs. Il fréquentera par exemple un dandy comme Benjamin Disraeli, qui à l'époque est un écrivain et qui plus tard deviendra l'homme politique que l'on connaît. Il assiste aux séances du Parlement britannique à Westminster. On le voit dans des chasses à courre. Donc il est un petit peu partout. Et de grands journaux britanniques comme le Times relatent ses activités. Donc ça lui fait une très très grande publicité. Donc il recommence, il réitère une tentative de coup d'État, l'affaire de Boulogne-sur-Mer. Comment se déroule-t-elle et pourquoi le prince a-t-il choisi cette date pour sa tentative de putsch? Alors là, il va essayer d'utiliser, je dirais, une conjoncture très favorable, parce que pour redorer son blason, nous sommes maintenant en 1840, le roi Louis-Philippe, sur les conseils de Thiers, qui est son chef de gouvernement, va avoir l'idée de rapatrier depuis Sainte-Hélène les cendres de Napoléon. Donc ça, c'est une conjoncture très favorable, c'est rappeler un petit peu tout ce qu'a fait aux Français 30 ans plus tôt l'empereur Napoléon. Et Louis-Napoléon va chercher à profiter de cette conjoncture pour tenter depuis l'Angleterre, où il est réfugié, un deuxième coup d'État. Alors pourquoi choisit-il Boulogne? Je dirais que les raisons, il y en a deux, sont exactement les mêmes que pour Strasbourg. Boulogne, c'est de l'autre côté du Pas-de-Calais, donc là il y a une proximité par rapport à l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Et puis Boulogne, c'est aussi, comme Strasbourg l'avait été, la mémoire de l'empereur Napoléon. C'est le fameux camp de Boulogne en 1804, par lequel Napoléon projetait un grand débarquement en Angleterre, qui ne pourra pas avoir lieu puisque l'amiral Nelson détruira sa flotte à Trafalgar. Et à Boulogne, il y a le souvenir de l'empereur Napoléon qui est très très présent. Et il y a sur la plage de Boulogne une colonne surmontée de l'aigle napoléonienne. Et donc, si vous voulez, c'est très très symbolique. Mais ce coup d'État va échouer aussi lamentablement, il faut le dire,
que celui de Strasbourg 4 ans plus tôt. Dans quelles conditions Louis-Napoléon est-il incarcéré? Alors voilà, donc là, Louis-Philippe ne peut pas pardonner comme il l'a fait une première fois. D'abord parce que, tout simplement, il se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance à Louis-Napoléon Bonaparte. Donc il va y avoir un grand procès qui va avoir lieu, mais très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est un procès politique. Et d'ailleurs, Louis-Napoléon Bonaparte ne se privera pas de le dénoncer devant ses juges et dans la presse, puisqu'imaginez que c'est l'une des deux assemblées de l'époque qui s'appelle la Chambre des Pairs, la Chambre haute, qui va le juger. Cette Chambre des Pairs se transforme pour l'occasion en Cour des Pairs. C'est un petit peu comme si vous voulez, aujourd'hui, je prends toute chose égale par ailleurs, une comparaison, Emmanuel Macron décidait de juger certains de ses opposants politiques comme Marine Le Pen ou comme Jean-Luc Mélenchon par le Sénat. Hein, il faut avoir ça en tête. Donc c'est ce qui se passe en 1840, un procès politique. Imaginez aussi qu'à la Chambre des Pairs, donc devenue Cour des Pairs, vous avez de très nombreux anciens maréchaux et généraux de Napoléon. Et très habilement, Louis-Napoléon va se servir de ce procès comme d'une tribune en plaçant ses généraux et ses maréchaux devant leurs responsabilités. Là, vous allez sans doute me condamner à une peine très lourde, voire à la peine de mort, mais imaginez si les rôles étaient renversés, vous me serviriez, et n'oubliez pas que vous avez vous-même servi mon oncle. Ah, ça ne suffira pas, il va être condamné. Je vous le disais tout à l'heure, pour tout un tas de raisons, Louis-Philippe ne peut pas le faire condamner à mort, et on va inventer, imaginez, une nouvelle peine de prison pour lui. Cette peine de prison, c'est la réclusion à perpétuité dans une forteresse du royaume, le fort de Ham, qui se trouve, une prison d'État, qui se trouve en Picardie, où il va très rapidement être emmené. Pourquoi appelle-t-il cette prison son école de Ham? Ah, bah ça c'est très intéressant parce qu'en fait, il va avoir beaucoup de temps, hein. Il y passera 6 ans, hein. Il finira par s'en évader, et il pensait qu'il y serait peut-être enfermé même plus longtemps, même s'il avait dit perpétuité est un mot qui n'est pas français, donc il envisageait sans doute déjà en 1840, au moment de sa condamnation, soit le fait qu'il serait libéré par un régime qui succéderait à la monarchie de Juillet, la monarchie de Louis-Philippe, soit qu'il s'en évaderait de cette prison. Mais comme il va y rester un certain temps, il fait venir des livres très très nombreux. Il y a une gravure d'ailleurs qui le représente dans son bureau, parce qu'attention, hein, il n'est pas dans une petite cellule hein, au fort de Ham, il a un grand appartement, et parmi cet appartement, il y a un grand bureau tapissé de livres qu'il a fait venir de la bibliothèque royale, hein, plusieurs milliers de livres, qui l'aident à rédiger ses livres. Il va en rédiger beaucoup pendant son incarcération, et ses articles de presse hein, qu'il diffuse dans la presse de Picardie, du Pas-de-Calais et d'autres régions françaises pour faire connaître ses idées. Donc mon université de Ham, parce qu'il rattrape un petit peu le temps perdu, je disais tout à l'heure qu'il a fait des études, mais il va encore plus les approfondir pendant cette incarcération de plus de 5 ans. Son livre le plus connu de cette période, c'est De l'extinction du pauperisme. Quelles idées avance-t-il dedans? Alors, c'est un livre très novateur, d'abord parce que c'est un peu contre-intuitif. Il se considère comme socialiste. C'est-à-dire qu'il prend tout le monde de revers. Hein. Quand aujourd'hui on a l'idée du bonapartisme, on pense plutôt à quelque chose de très vertical, d'assez autoritaire et de positionner à droite sur l'échiquier politique. Mais non, lui disait, voilà, je suis aussi socialiste, je veux venir en aide aux couches laborieuses. Et pour ce faire, pour éteindre le paupérisme, c'est un terme de l'époque, pour faire simple, hein, pas tout à fait la même chose, mais je dirais c'est la pauvreté, éteindre la pauvreté, eh bien je vais venir en aide aux nécessiteux. Alors comment va-t-on faire? C'est une idée assez moderne. On va faire intervenir l'État. Donc c'est une sorte de socialisme d'État. Et l'État, dans les périodes de chômage, créera de grandes colonies de travail ou des colonies agricoles, où par exemple il y aura, alors c'était très à la mode à l'époque, de grandes raffineries de sucre, puisque à l'époque l'Europe était en train de se couvrir, l'Europe du Nord-Ouest, de raffineries où l'on transformait la betterave en sucre. Hein. Jusque-là, la betterave venait en fait, le sucre venait du sucre de canne des colonies. Et donc c'est son idée, il fait travailler en fait les chômeurs en période de crise économique. Et puis quand l'activité économique devient meilleure, eh bien ces chômeurs retournent vers le secteur privé. Donc vous voyez, l'État en période de difficulté prend les choses en main, mais quand ça va bien, l'État abandonne ce rôle
Et c'est un petit peu l'idée, je schématise bien sûr, mais l'idée qu'il défend dans Extinction du paupérisme. Le 25 mai 1846 se déroule sa fantastique évasion, pouvez-vous nous le raconter? Oui, alors bon, c'est très rocambolesque, hein, puisqu'il va demander des travaux pour améliorer son appartement. Ses geôliers vont accepter d'entreprendre les travaux. Et il va profiter de l'inattention pour prendre la défroque d'un maçon, en fait. Et sous ce déguisement de maçon, après avoir un peu endormi ses gardiens, en fait, il va quitter cette forteresse. Auparavant, il aura mis un mannequin de paille dans son lit il aura composé avec certains de ses amis qui étaient enfermés avec lui une mixture très malodorante pour faire croire qu'il était très malade et lui laisser le temps de pouvoir après prendre un train dans une gare et s'enfuir d'abord vers la Belgique et puis ensuite vers l'Angleterre. Alors il se trouve que le maçon était surnommé Badinguet et ses adversaires politiques le surnommeront après, une fois quand il sera au pouvoir, Badinguet, et ça sera rappelé en fait à l'empereur Napoléon III, au chef d'État imaginé, qu'il était un repris de justice, parce que ça sera rappelé en fait qu'il s'était évadé de la prison à perpétuité. Donc il se rend de nouveau en Grande-Bretagne. L'Angleterre est alors en effervescence industrielle. Comment cette société va marquer le prince? Elle le marque à de très nombreux niveaux. J'évoquais tout à l'heure la vie politique. Alors, il y a une relation très très intéressante de Napoléon III à la vie politique britannique. Il admire indéniablement le modèle parlementaire britannique, mais il considère, et ça c'est très très intéressant, imaginez combien l'homme est un précurseur, qu'on ne peut pas adapter complètement des modèles étrangers à un pays où ils n'ont pas été créés. Et donc, en fait, c'est presque un contre-modèle qu'il va voir en Angleterre. Et le régime, quand il aura les mains libres, qu'il forgera, qui est le Second Empire, est un régime anti-parlementaire, donc presque l'inverse, serais-je tenté de dire, du modèle britannique. Par contre, m'étant tendu une perche, il est très très impressionné par le modèle de développement industriel de la Grande-Bretagne dans un séjour précédent, pas celui de 1846 à 48, mais l'un des séjours qu'il avait fait dans les années 1830, il avait pris le train, hein, les Britanniques étaient précurseurs en matière de voies ferrées, il s'était rendu dans le nord de l'Angleterre, il avait visité des manufactures textiles, il était descendu au fond d'une mine, et donc il savait ce qu'était l'industrie. Et il voulait appliquer ce modèle industriel à la France. Elle avait commencé, la France, son industrialisation à la fin de la Restauration et sous la monarchie de Juillet, mais elle était encore très très en retard. Donc le modèle britannique, là, économique, il va fortement s'en inspirer. Qui est alors Harriet Howard et quel rapport entretient-elle avec Louis-Napoléon? Alors on l'a un petit peu évoqué à l'avance, hein, elle est sa maîtresse, Miss Howard, hein, une beauté absolument phénoménale. Vous savez, les critères de la beauté ont changé par rapport au milieu du 19e siècle et parfois quand on voit un tableau, pourtant Dieu sait que les tableaux embellissent les personnages de l'époque, on se dit mais comment telle femme ou tel homme a-t-il pu être considéré au 19e siècle comme quelqu'un de très beau, hein, ça ne correspond pas forcément à nos critères. Mais pour Miss Howard, j'invite vos spectateurs à regarder des portraits d'elle sur Internet. Elle était effectivement un canon de beauté. Donc on peut comprendre que le prince soit tombé amoureux d'elle, d'autant plus qu'elle était riche à millions, parce que c'était une actrice, alors une actrice sans grand talent, mais qui avait séduit un certain nombre de ducs et pairs britanniques en raison de sa beauté, qui lui avait légué leur fortune. Donc elle était très riche. Et comme elle était très amoureuse de Louis-Napoléon Bonaparte, elle avait mis sa fortune à son service. Et lorsque, on va en parler sans doute, celui-ci deviendra président de la République, il n'était pas marié et elle est devenue en quelque sorte, si vous voulez, la maîtresse du président qui résidait rue du Cirque, tout à côté de l'Élysée, et il se rendait nuitamment par des tunnels pour la retrouver. Tout cela rappelle l'un de nos récents présidents de la République qui avait aussi sa maîtresse non loin de l'Élysée. En février 1848 a lieu une nouvelle révolution, elle se déroule à Paris. Quelles en sont les causes? Alors, les causes sont multiples. Je dirais qu'on l'a dit tout à l'heure, la monarchie de Louis-Philippe est extrêmement populaire. Le seul membre de sa famille qui était populaire, c'était son fils aîné. Il avait
de nombreux fils, mais celui-là était très populaire, le duc d'Orléans. Et par malheur, le duc d'Orléans meurt en 1842 d'une chute de cheval. Il tombe sur la tête, il se fracasse le crâne. Pour le reste, Louis-Philippe est jugé par les Français comme un roi trop pacifique, très éloigné de la gloire qu'on avait pu connaître à l'époque de Napoléon. Il a promis la prospérité aux Français, et il se trouve qu'à partir du milieu des années 1840, une très très grave, la plus grave du siècle, crise économique et sociale sévit en France. Ajouter à cela un certain nombre de scandales politico-financiers qui touchent son entourage direct, et donc un roi qui est très très impopulaire. Alors là-dessus, les républicains et un certain nombre de figures bonapartistes et orléanistes de gauche vont lancer une campagne des banquets pour obtenir le suffrage universel masculin, car sous la monarchie de Juillet, seuls votaient les plus fortunés des Français. Alors déjà, seuls les hommes, ça je pense que vos spectateurs le savent, mais également seuls ceux qui payaient le cens, c'est-à-dire une certaine quantité d'impôts qui était très élevée. Et je leur rappellerai que sur 37 millions d'habitants en 1848, vous n'en avez que 240 000 qui votent. Hein, on est très très loin d'un suffrage élargi. Et donc tous ceux qui ne votaient pas étaient très mécontents, ils revendiquaient le suffrage universel masculin, ou au moins un élargissement pour eux. Hein. Et en fait, la révolution de février 1848 va sortir de là, c'est le renversement du roi Louis-Philippe. Quel régime est instauré en France? Par qui et qui le dirige à ce moment-là? Alors c'est une république qui sort du renversement de Louis-Philippe. Les républicains pensaient déjà en juillet 1830 que ça allait être eux qui allaient succéder à la Restauration. Et ils s'estimaient très floués par Louis-Philippe. Ça explique aussi leur ressentiment vis-à-vis de ce roi. Et enfin, en février, c'est la République qui arrive. C'est la deuxième de l'histoire, après la République de la Révolution, à partir de 1792. Et cette deuxième République est très importante. Elle est aujourd'hui oubliée parce qu'elle a duré très peu de temps, que politiquement, elle était faible, mais elle a quand même fait de très grandes réalisations. Je me contenterai ici d'en rappeler trois. Notre devise actuelle, liberté, égalité, fraternité, date formellement de cette deuxième République. Le suffrage universel masculin, que je vous évoquais tout à l'heure, un décret des 2 et 5 mars 1848 l'instaure, et très rapidement il va être utilisé. Et puis l'abolition, ça tout le monde le sait, de l'esclavage par Victor Schœlcher, c'est la deuxième République. Qui est le général Cavaignac? Alors le général Cavaignac, c'est un général républicain qui a subi un retard de carrière sous la monarchie de Juillet, précisément parce qu'il était républicain. Il est l'un de ces nombreux généraux qu'on appelle à l'époque les Africains, puisqu'ils participent en fait à la conquête de l'Algérie, où même s'ils sont des généraux d'opposition, ils prennent du galon parce qu'ils remportent un certain nombre de victoires. Et au moment de l'avènement de la Deuxième République, bien évidemment, il entre en grâce parce qu'il est en phase avec les idées politiques du nouveau régime et il devient le ministre de la guerre. Et c'est lui qui va réprimer quelque chose qui va être très douloureux pour les républicains, c'est l'insurrection de juin 1848. Alors là, je le dis toujours à mes étudiants quand je fais des conférences, c'est l'un des impensés de notre histoire contemporaine. Tout le monde a en tête la Commune, mais on oublie qu'avant la Commune de 1871, vous aviez eu l'insurrection de juin 1848 qui a fait plus de morts et plus de déportés. Alors pourquoi aujourd'hui elle n'est pas pensée, cette insurrection? Parce que ce sont des républicains qui tirent sur des républicains. Des républicains modérés qui tirent sur le peuple qui s'est soulevé pour obtenir le maintien des ateliers de travail qui avaient été créés au début de la Deuxième République et pour être mieux nourris, obtenir des avantages sociaux que ne leur donnent pas les républicains modérés. Le général Cavaignac va donc écraser les barricades qui se sont dressées dans Paris et de ministre de la guerre, l'Assemblée nationale constituante décrète qu'il a bien mérité de la patrie et le nomme chef du pouvoir exécutif. Donc à partir de juin 1948, c'est lui le chef d'État républicain de la France. En décembre 1848 a lieu la première campagne présidentielle au suffrage universel masculin direct. Qui sont les principaux candidats?
Alors justement, nous venons d'évoquer Cavaignac. Alors, c'est une grande première, vous l'avez dit. On s'est posé la question, les constituants, les députés se posaient la question, est-ce qu'on doit, on ne l'avait pas fait sous la Première République, élire un chef d'État unique ou faut-il une collégialité du pouvoir? Par exemple, que le pouvoir exécutif, comme cela l'avait été sous la Convention pendant la Révolution, soit exercé par une assemblée ou par une émanation de l'Assemblée. On pensera par exemple sous la Révolution au comité de salut public, 12 membres, au sein desquels on retrouvait Robespierre, Saint-Just, etc. Et puis finalement, on va choisir sur le modèle américain, et Tocqueville ici a joué un très grand rôle, on va choisir d'élire un président de la République française, comme il y a aux États-Unis, un président de la République américaine. On va choisir un mandat de la même durée, 4 ans, et on va choisir un mandat court, c'est-à-dire court et non rééligible. C'est-à-dire que contrairement aux États-Unis, on prend une garantie supplémentaire. Vous voyez qu'on cherche quand même un mix par rapport à la tradition française. Ce président n'aura pas la faculté d'être réélu au terme d'un mandat. Alors qu'aux États-Unis, on peut à l'époque se faire réélire indéfiniment. Il n'y a pas de limite à une réélection. Et donc la première élection va avoir lieu en fait les 10 et 11 décembre 1848. On a, vous l'avez rappelé tout à l'heure, publié ce petit livre avec Jean Tullard, Jean Garrigue et Yves Brûlé sur cette élection présidentielle. La campagne est très courte, elle dure 15 jours. Le favori du scrutin est le général Cavaignac parce qu'il est chef du pouvoir exécutif. Il bénéficie de tout l'appareil d'État pour l'aider, et en particulier du corps préfectoral, les préfets vont faire campagne pour lui. Et puis il y a d'autres candidats. Alors vous avez des candidats de gauche, Ledru-Rollin, qui est un avocat qui était ministre de l'Intérieur au début de la Deuxième République. C'est lui qui a instauré le suffrage universel masculin. Un médecin socialiste très populaire qui s'appelle le docteur Raspail. Et puis Lamartine, qui était le héros de 1848, notre immense poète, qui est ministre des Affaires étrangères, mais qui s'est démonétisé, dépopularisé au fil du temps. Et puis, il y a Louis-Napoléon Bonaparte. Il a obtenu de rentrer en France, qui n'était pas gagné de la part des républicains, et il va mener une campagne très moderne parce qu'il connaît les campagnes américaines. Il a vu les meetings, il a vu comment, avec de l'argent, on pouvait se faire connaître. Donc il va créer par ses partisans un certain nombre de journaux. Et comme le nom de Napoléon est très populaire dans les campagnes, c'est lui qui va remporter haut la main cette élection présidentielle. Je livre à vos spectateurs un chiffre pour vous le montrer. Vous aviez 9,5 millions d'électeurs à ce moment-là, passé de 240 000 électeurs à 9,5 millions, le suffrage universel masculin avec une majorité de 21 ans. Et il obtient, dès le premier tour, il n'y aura pas besoin de deuxième tour, 5,5 millions de voix. Le général Cavaignac, deuxième, 1,5 million de voix. Ledru-Rollin, le troisième, 300 000 voix seulement. Lamartine, à peine plus de 20 000. Donc c'est une élection pliée avec un écart tel que nous n'en avons jamais eu dans les élections présidentielles après, et surtout la seule qui se déroule, qui est emportée dès le premier tour de scrutin. Quelle est sa relation avec Adolphe Thiers? Alors c'est une relation qui au départ est bonne mais qui est dissymétrique. Thiers a été, on l'évoquait tout à l'heure, l'un des chefs de gouvernement de Louis-Philippe. C'est un pragmatique, il n'est pas forcément orléaniste, on va dire, jusqu'au bout des ongles. Il considère qu'il faut un régime conservateur pour la France. Il dira plus tard, la République doit être conservatrice ou elle ne sera pas. Il voit bien qu'il est impopulaire parce qu'il a ce passé d'orléaniste, qu'il ne peut pas se présenter. Mais nous reproduisons dans le petit livre que j'évoquais tout à l'heure une caricature très célèbre où on voit qu'en fait, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se présenter, il va prendre Louis-Napoléon Bonaparte comme un pantin, une marionnette, et on lui prête cette formule, c'est un pantin que l'on mènera. Donc en fait, c'est le candidat, si j'ose dire, de Thiers et d'une grande partie des conservateurs. Il n'a pas de concurrence à droite quand on regarde bien les candidats à l'élection présidentielle de 1948. C'est ce qui explique en grande partie son succès. Très rapidement après l'élection présidentielle, Thiers va déchanter parce qu'il va voir qu'on ne peut pas le manipuler, ce Louis-Napoléon Bonaparte, aussi facilement qu'il le croyait. Pourquoi Adolphe Thiers et Louis-Napoléon envisagent un coup d'État?
Thiers n'envisage pas un coup d'État, c'est Louis-Napoléon qui envisage un coup d'État, parce que, en fait, alors ça va arriver en plusieurs étapes, il aurait voulu une révision constitutionnelle qui lui permette de briguer ce fameux deuxième mandat, dont je disais que la Constitution du 4 novembre 1848 ne lui permettait pas de le faire. Or, les constituants ont mis tout un tas d'obstacles à une révision constitutionnelle. Il faut plusieurs votes de l'Assemblée et une majorité qualifiée des 2/3. Alors, il obtiendra des majorités simples pour obtenir une révision constitutionnelle qui lui permette de réviser cette constitution et de briguer un second mandat. D'une part parce qu'il a des partisans dans l'Assemblée, la nouvelle Assemblée, l'Assemblée législative en 1849, mais également parce que beaucoup d'hommes politiques voient bien que si on ne lui permet pas d'obtenir une révision constitutionnelle, ce qui est un moindre mal, il tentera peut-être un coup d'État, et là ça sera la catastrophe absolue. Donc par réalisme, je dirais, des hommes politiques qui ne sont pas forcément partisans de lui accepteraient, mais la majorité qualifiée des 2/3 est beaucoup trop dure à obtenir. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de coup d'État? Parce qu'il en a raté 2. Hein, donc il se dit, oh là là. Et il avait dit, je jure que jamais je n'en ferai un nouveau. Donc c'est, je dirais, le stade ultime. Mais rapidement, il va voir l'impasse. Il se sait très populaire parce qu'il a lancé par ses préfets, qu'il a nommés en tant que président, un certain nombre de campagnes de pétitions à travers la France qui recueillent plus d'1 million de signatures, énorme à l'époque. Et il va, conseillé par un certain nombre de personnalités, dont son demi-frère, le comte de Morny, finir par être convaincu que la seule issue est un coup d'État. Et donc, il va faire ce fameux coup d'État, effectivement, le 2 décembre 1851, renverser l'Assemblée et transformer les institutions au bout d'un an pour bâtir le Second Empire. Pourquoi cette date? Alors, c'est une date extrêmement osée, une date parlante, c'est un coup de com' formidable, mais je disais osé, pourquoi? Parce qu'ils auraient dû se méfier, ceux qui lui étaient hostiles. Ça rappelle, je vous le signale, le 2 décembre 1804, donc le sacre de son oncle Napoléon, et je rappelle également que le 2 décembre 1805, premier anniversaire du sacre de Napoléon à Notre-Dame, Napoléon remporte sa plus belle des batailles, la bataille d'Austerlitz. Donc il y avait eu 2 décembre qui parlaient aux bonapartistes et à tous les Français, et il a choisi la date du 2 décembre 1851 pour réaliser son coup d'État. On aurait dû se méfier. Comment est reçu ce coup d'État de 1851? Alors de façon extrêmement mitigée, l'historien universitaire que je suis n'est pas du tout un pur référaire, vous l'avez compris, de Napoléon III, mais à l'inverse, vous avez eu un certain nombre d'opposants parmi les républicains de la Troisième République qui avaient tendance à ne pas donner tous les éléments. Alors, pourquoi je dis de façon très mitigée? Parce que, je reviens à Thiers, Thiers et la majorité de l'Assemblée avaient amputé le suffrage universel masculin par la loi du 31 mai 1850 qui retranchait de ce suffrage universel masculin le tiers le plus pauvre et sans logis. 3 millions d'électeurs avaient été retranchés. Et bien évidemment, très habilement, le président de la République s'en est servi comme d'un argument en disant « mais ce gouvernement, cette assemblée font n'importe quoi. Quand j'aurai les mains libres, eh bien, je rétablirai le suffrage universel masculin dans sa plénitude. » Et c'est la première chose qu'il va faire au matin du 2 décembre, placardé sur les murs de Paris, vous avez cette annonce. Le peuple de Paris a aussi le souvenir de la répression terrible que j'évoquais tout à l'heure des républicains modérés, du général Cavaignac, en juin 1848. Donc celui qui est populaire dans le peuple de Paris en décembre 1851, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Victor Hugo, qui se promène dans les rues, est surpris de voir que ce peuple crie sa joie, pas tout le peuple, mais une partie du peuple, devant le fait que les élites parlementaires ont été jetées à bas par Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, ceci étant dit, vous avez aussi une partie du peuple qui est républicain, et dans les campagnes, un grand nombre de paysans sont républicains. On va voir des soulèvements très très nombreux contre le coup d'État, dont certains seront très durement réprimés. Quelles sont les grandes mutations économiques de Napoléon III?
Alors, sous le règne de Napoléon III, une fois qu'il a les mains libres, il ne les avait pas du temps où il était président de la République, il va prendre un certain nombre de décrets au lendemain du coup d'État, et puis, un an plus tard, de nouveau un 2 décembre, le 2 décembre 1852, le quatrième 2 décembre de notre histoire, quand il devient l'empereur des Français, Napoléon III, là, il aura les mains complètement libres. Donc, parmi les grandes mesures, alors on pourrait passer 20 minutes à les citer, je vais aller à l'essentiel. Une modernisation du crédit avec des banques qui vont favoriser l'industrie, comme le crédit immobilier des frères Perret. Un petit peu plus tard, des banques de dépôt que tous vos auditeurs et téléspectateurs connaissent. Je pense ici, par exemple, au Crédit Agricole, à la Société Générale, au Crédit Lyonnais, à Paribas, la Banque Nationale de Paris. Tout ça, ce sont des banques qui ont été directement ou indirectement créées sous le Second Empire. Le développement des transports, imaginez par exemple aux voies ferrées. Quand il devient président de la République, nous sommes très en retard sur tous les pays de l'Europe occidentale, moins de 2000 km de réseau ferré. Et quand il quitte le pouvoir, parce qu'il a mis le paquet sur le réseau ferré, 20 000 km de voies ferrées, donc 10 fois plus. Les canaux, les compagnies maritimes transatlantiques et qui traverseront le monde, les grands magasins, le développement du commerce et de la liberté commerciale avec un traité avec l'Angleterre en 1860, les expositions universelles qui permettent de présenter les produits français, les encouragements à l'industrie textile, à la sidérurgie, etc., etc., etc. Quels sont les grands travaux entrepris par le Second Empire et qu'est-ce qui a pu inspirer les travaux de Paris? Alors, les ports, les infrastructures, je le disais, mais bien évidemment, vous évoquez Paris, c'est en matière d'urbanisme qu'on retiendra peut-être le plus le Second Empire. Toutes les grandes villes de l'Empire, à quelques rares exceptions près, ont été remodelées complètement par le Second Empire, qu'il s'agisse de Lyon, de Lille, de Marseille, bien évidemment, qui doit énormément à Napoléon III, et au premier chef, Paris. Alors, Napoléon III héritait d'un préfet, Jean-Jacques Berger, qui était très timoré, et il va décider de le remplacer en juin 1853, donc 6 mois après la proclamation de l'Empire, par un homme qu'il avait repéré à la préfecture de Bordeaux, qui était un bonapartiste très très farouche, qui s'appelle Georges Haussmann, dont il fera d'ailleurs un baron, on retient le nom de baron Haussmann, et qui restera préfet de la Seine de juin 1853 à janvier 1870, soit la quasi-totalité du Second Empire. Et avec le préfet Haussmann, on va traverser les grands boulevards, les grandes avenues, la grande croisée nord-sud et ouest-est qui rappelle un plan de ville romaine, ou bien les grandes villes américaines qu'avait connues Louis-Napoléon Bonaparte quand il était en exil aux États-Unis. Imaginez qu'il est le seul chef d'État européen à avoir découvert à cette époque-là la ville de New York et son plan en damier. Les espaces verts sur le modèle britannique, l'annexion à Paris des bois de Boulogne et de Vincennes, les gares urbaines qui quasiment toutes ont été construites ou au moins modernisées sous le règne de Napoléon III, le parc Monceau, le parc Montsouris, les grands magasins qui datent du Second Empire, tout ça c'est Napoléon, l'Opéra de Paris qui est le monument emblématique de son règne, tout ça c'est Napoléon III. Comment est reçue l'exposition universelle par les puissances étrangères? Alors 2 expositions universelles, la première a eu lieu donc en Angleterre en 1851 et Napoléon III dit les Anglais nous jettent un défi, c'est effectivement la première puissance mondiale, mais nous sommes sans doute la deuxième, il faut que nous ne laissions pas passer cette occasion. Donc en 1855, il organise une première exposition universelle à Paris, 5 millions de visiteurs qui viennent du monde entier, phénoménal. Et puis après une deuxième exposition anglaise en 1862, il organise une deuxième exposition en France en 1867. C'est celle où sera présentée, alors le monument n'est pas achevé, mais la façade de l'Opéra de Paris que vous connaissez tous, 1867, 15 millions de visiteurs à Paris en 1867. La plupart des têtes couronnées d'Europe ont fait le déplacement. Quelle relation entretient l'empereur avec la reine Victoria?
Ah, une relation absolument incroyable qui me rappelle beaucoup la relation que le général de Gaulle a pu obtenir avec Élisabeth II. La reine Victoria avait connu de très près le roi Louis-Philippe. Elle monte sur le trône en 1838, au milieu du règne de Louis-Philippe. Et le roi Louis-Philippe, qui était très anglophile, l'avait invité à une visite privée à son château normand de Eu. Et dans son journal intime, qui depuis a été publié, la reine Victoria dit voilà, le roi Louis-Philippe est sympathique avec moi, mais ce n'est pas un grand chef d'État. Et en fait, c'est un parvenu. Et c'est très intéressant de voir que quelques décennies plus tard, elle fera le portrait de Louis-Napoléon Bonaparte, et c'est un portrait radicalement différent. Louis-Napoléon Bonaparte, dit-elle, est aussi un parvenu, mais c'est un parvenu qui a compris son peuple, dit-elle. Il incarne le peuple français comme j'incarne moi-même le peuple britannique. Et en fait, c'est Antoine d'Arjuson qui avait publié la relation, un très beau livre sur la relation entre Napoléon III et Victoria. Il y a une relation très intime qui se noue entre les deux souverains. Il invite Napoléon III, la reine Victoria, avec son époux, le prince consort Albert, et ses enfants, par exemple, à l'exposition universelle de 1855. Et pendant tout le Second Empire, vous allez avoir des relations très très étroites entre les deux souverains. Pourquoi l'empereur Napoléon III souhaite intervenir en Crimée? Alors, plusieurs raisons à cela. La première, un affront fait par les Russes. L'histoire, vous savez, parfois bégait. Et les Russes, voilà, lorgnaient sur les mers chaudes, et en particulier sur la mer Méditerranée. Leur tsar, qui s'appelait à l'époque Nicolas Ier, avait qualifié l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui contrôlait une grande partie de la Méditerranée orientale, d'homme malade de l'Europe. Il fallait donc en profiter. Et il y avait la question des lieux saints, en particulier Jérusalem, qui entrait en ligne de compte, parce que les Russes voulaient s'approprier la garde des lieux saints au détriment des catholiques. Et Napoléon III était protecteur des catholiques. Donc ça, c'est l'une des raisons. La deuxième raison, elle est fondamentalement, je dirais, celle des principes des nationalités que j'évoquais tout à l'heure, car Napoléon III, il voit un moyen de libérer de la tutelle de l'Empire ottoman un certain nombre de peuples de l'Orient de l'Europe. Je pense par exemple aux Serbes, aux Monténégrins, aux Moldaves et aux Valaques, mais également, bien évidemment, les Italiens, dominés par les Autrichiens. Donc l'idée est d'entrer en guerre aux côtés de l'Empire ottoman, alors ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais également des Anglais, mais également du royaume de Piémont-Sardaigne, de manière après, au congrès de paix, à poser la question des nationalités. Et c'est ce qui va se produire. Cette guerre de Crimée est remportée par Napoléon III, les Anglais et les Turcs face aux Russes. Et au congrès de paix qui se tient à Paris, imaginez, c'est un retour de l'histoire après le congrès de Vienne de 1815, eh bien la question des nationalités va apparaître, va en sortir le royaume d'Italie, va en sortir l'autonomie de la Serbie et du Monténégro, va en sortir également l'union de la Moldavie et de la Valachie, c'est-à-dire la naissance de la Roumanie. Napoléon III est le père de l'Italie et le père de la Roumanie et d'une certaine façon aussi de la Serbie, du Monténégro et d'un certain nombre d'autres États. Pourquoi la France intervient-elle en Italie? Et bien pour cette raison précisément, alors il y a un souvenir de Napoléon III de ses années de jeunesse, hein. Il a un lien très particulier avec l'Italie puisque sa famille descend elle-même de façon très très lointaine, hein, via la Corse, de l'Italie. C'est le peuple sans doute qu'il chérit le plus en Europe. Il parle d'ailleurs la langue italienne lui-même. Et donc ce souvenir allié au fait que l'Italie est la grande nationalité la plus opprimée sans doute avec les Polonais en Europe, explique sa volonté d'affranchir les autres peuples que j'évoquais à l'instant, cette intervention dans la guerre d'Italie. Alors je rappelle deux dates emblématiques, la victoire de Magenta le 4 juin 1859 et 20 jours plus tard, la victoire de Solferino le 24 juin 1859. Une guerre d'Italie qui est une guerre éclair et qui est remportée par Napoléon III. Quel souvenir aura-t-elle laissé à l'empereur? Un souvenir mitigé parce qu'il est victorieux, il aurait voulu aller plus loin, il est entré triomphalement avec le roi de Piémont, Victor Emmanuel, dans Milan, qui était possession autrichienne à l'époque, mais en fait les Allemands vont prendre peur d'un écrasement complet des Autrichiens,
Et à ce moment-là, les Prussiens, alors la question est un peu complexe peut-être pour nos auditeurs, mais bon voilà, à l'époque l'Allemagne est morcelée entre 40 États et dominée à la fois par l'Autriche et par la Prusse. Les Prussiens, pour satisfaire l'opinion publique allemande, vont masser 100 000 hommes sur la frontière du Rhin. Et très clairement, Napoléon III, tout puissant qu'il était, ne pouvait pas mener une guerre sur deux fronts. Donc quand il voit que les Prussiens massent des troupes sur le Rhin, il décide de conclure plus rapidement la paix avec le jeune empereur autrichien François-Joseph, et donc il ne peut aller en 1859 au terme de ce qu'il voulait faire en Italie. D'ailleurs, Cavour lui en voudra beaucoup, et cette unité italienne va se faire avec sa bienveillance au cours des 2 années qui suivront. Le royaume d'Italie naîtra finalement en 1861. Quelle est sa politique catholique? Alors, c'est bien, nous enchaînons effectivement sur la catholicité. Donc, au moment où il devient l'empereur Napoléon III, il est soutenu par les catholiques, hein, c'est-à-dire que vous avez des tédéums dans les églises. La plupart, à 2 exceptions près, tous les évêques sont derrière lui parce qu'il y avait la peur de subversion par ceux qu'on appelle les rouges, c'est-à-dire les républicains extrêmes de la République. Donc, si vous voulez, le clergé est quand même une institution d'ordre, hein, et donc, même si elle avait pu soutenir à ses débuts la République, elle considérait que cette République avait mal tourné. Il a le soutien de la presse catholique. Oui, mais voilà, la guerre d'Italie va ouvrir un coin, et là, les catholiques vont se diviser parce qu'ils voient bien que Napoléon III, c'est aussi un fauteur de désordre, et que possiblement, eh bien, le pouvoir du pape va être ébranlé par ce qu'est en train de faire en Italie Napoléon III. Donc il va avoir maille à partir dans les années 1860 avec le pape Pie IX, hein, qui est un pape très important dans l'histoire de la papauté. Imaginez, il règne sur le trône de Saint-Pierre de 1846 à 1878. Et cette querelle avec le pape va connaître, je dirais, un sommet quand en 1864, le pape va fulminer une bulle qui s'appelle la bulle Quanta Cura, avec laquelle se trouve une annexe, le syllabus, un catalogue des 110 erreurs de notre siècle. Et en fait, quand on lit ce syllabus, beaucoup des erreurs sont imputables à Napoléon III. Donc Napoléon III va interdire la diffusion de la bulle pontificale en France. Je vous épargne les étapes, mais pendant un moment, le pape refusera de donner son investiture canonique aux évêques, car nous sommes à l'époque sous le Concordat, encore la séparation des églises et de l'État de 1905, qu'avait nommé Napoléon III. En d'autres termes, dans certains évêchés, il n'y avait plus d'évêques à cause de la querelle entre le pape et l'empereur Napoléon III. C'était très très grave. Finalement, les deux finiront par se rabibocher à la fin du Second Empire, en 1869-70. Quelle position a adopté l'impératrice à ce moment-là? Alors l'impératrice, c'est très catholique, mais on lui fait mauvaise presse en disant qu'elle faisait passer les intérêts catholiques avant les autres intérêts. Avant tout, bien que espagnole, Eugénie de Montijo, comtesse de Teba, eh bien, elle est devenue française de cœur, d'adoption, et parce qu'elle est souveraine, grande souveraine, hein, vraiment, l'impératrice Eugénie. Mon ancien élève Maxime Michelet lui a consacré un très très beau livre, hein, qui était un ancien mémoire de master. Et l'impératrice Eugénie, toute catholique qu'elle est, fait passer les intérêts de l'État avant ceux de la catholicité, et elle suit les décisions, bien évidemment, de son époux, qui est souverain, pleinement souverain, l'empereur Napoléon III. Quand et comment Napoléon III et Bismarck ont pu se rencontrer? Alors ils se sont rencontrés du temps où Bismarck était l'ambassadeur de Prusse en France. Il y a une entrevue très très célèbre sur la plage de Biarritz où en fait, toujours au nom du principe des nationalités, c'est l'une des plus grosses fautes qu'ait faite Napoléon III. Il en a fait pas mal en politique étrangère, hein. Encore une fois, l'universitaire dira que voilà, dans les plateaux de la balance, il y a le côté positif, mais du côté négatif, en grande partie sa politique étrangère. Et en fait, il va donner plus ou moins carte blanche à Bismarck pour entamer un processus d'unification de l'Allemagne autour de la Prusse, comme il avait donné carte blanche à Cavour pour entamer ce processus d'unification de l'Italie autour du Piémont. Oui, mais voilà, Bismarck n'est pas Cavour, et on va s'en rendre compte un petit peu tard, une fois que Bismarck aura écrasé avec l'armée prussienne l'Autriche.
qu'il aura chassé l'Autriche d'Allemagne et entamé le processus d'unification allemande autour de la Prusse. La France va se réveiller très tard, et lorsqu'elle se réveille, eh bien, c'est la guerre de 1870. Comment se considèrent-ils mutuellement? Alors, on a dit que Bismarck, et c'est juste, hein, qualifiait Napoléon III de sphinx, l'expression de sphinx pour qualifier Napoléon III, ce taiseux impénétrable dont on n'arrive pas à connaître les idées, est exact. Par contre, publiquement, il va avoir tendance à le dénigrer, en particulier après la victoire des Prussiens sur les Français à la bataille de Sedan et lors de la guerre de 70, mais en fait, au fond de lui, il avait une grande admiration pour l'empereur Napoléon III, et le socialisme d'État qu'il mettra en place lorsqu'il sera chancelier de l'Empire allemand est en fait une reprise en grande partie de la politique sociale de l'empereur Napoléon III. Donc admiration de sa politique. Quelle est la raison de l'intervention de la France au Mexique? Alors, question complexe, multiples raisons en fait. Hein. Le fait que l'ambassadeur de France sur place dit que règne une situation anarchique, hein, et que donc il faut un État solide. Le fait que l'empereur Napoléon III voudrait bien créer aux marges de cette république des États-Unis protestante et anglo-saxonne un grand empire catholique et latin joue un rôle. Le fait que le Mexique, prétend-on, est richissime, possède un certain nombre de mines d'or, attise bien évidemment les convoitises. Le fait de vouloir se rapprocher des Anglais et des Espagnols, et donc de mener, pour ce fait, une opération conjointe contre les Mexicains, joue aussi un rôle, et effectivement conduiront à l'expédition du Mexique, qui dans un premier temps est plutôt une réussite, même si on a du mal à prendre la ville de Puebla sur la route de Mexico, mais finalement, l'empereur Maximilien, qui est le frère cadet de l'empereur François-Joseph, l'empereur d'Autriche, sera proclamé à Mexico et sera un client en fait de Napoléon III. Donc, dans un premier temps, c'est une réussite, avant que les choses s'inversent, quand les Américains sortiront de la guerre de sécession, de leur guerre civile, pourront envoyer du matériel et des troupes en fait pour aider les républicains mexicains, et de ce fait mettre en difficulté l'empereur Maximilien et le faire prisonnier et le fusiller. Napoléon III avait proposé de le rapatrier, et c'est tout à l'honneur, à mes yeux, de Maximilien. Il n'a pas voulu abandonner le peuple qu'il dirigeait, et il a préféré mourir noblement. Quelle incidence a pu avoir la guerre de sécession sur cette intervention au Mexique? Ah ben, elle est fondamentale, puisque les Américains libéraient le Nord vainqueur du Sud. Le Sud était mieux disposé vis-à-vis de Napoléon III, et Napoléon III inversement mieux disposé vis-à-vis du Sud. La victoire du Nord va lever l'hypothèque en 1865 de cette guerre de sécession, et à partir de ce moment-là, les États-Unis d'Amérique vont pouvoir envoyer massivement du matériel et des hommes, et donc aider les républicains mexicains à l'emporter. Qui est Rouher et mérite-t-il le surnom de vice-empereur sans responsabilité? Oui, alors Rouher, c'est l'un des très très grands ministres, si ça n'est pas le plus grand de Napoléon III. Aujourd'hui, il est très très oublié. Un besogneux, mais dans ma bouche, ça n'a rien de péjoratif, un travailleur absolument phénoménal, qui en fait va progressivement, au fur et à mesure, on n'en a pas encore parlé, que l'empereur Napoléon III va être malade, il a la maladie de la pierre, il vieillit prématurément, va prendre une grande emprise sur l'autorité de l'État, et va devenir ministre d'État en 1863, c'est-à-dire principal ministre. Un opposant qui s'appelle Émile Ollivier le surnommera le vizir, hein, comme il y a un vizir dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire en premier ministre, et c'est lui aussi qui aura cette formule, Émile Ollivier. Il est le vice-empereur sans responsabilité. Alors, il faut qu'on commente un tout petit peu cette formule. Vice-empereur, ça veut dire numéro 2, mais plus puissant que l'empereur lui-même, parce que l'empereur Napoléon III se disait toujours responsable de ses actes devant le peuple français. Or, Eugène Rouher, n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'à l'empereur, et comme l'empereur est malade, il n'a de compte à rendre à personne, donc il est sans responsabilité, il a un pouvoir
quasi absolu. Celui-ci finira par chuter en 1869, quand Napoléon III mettra en place l'Empire libéral. Euh, La politique de la France entretenue avec les États pontificaux aliène-t-il le lien entre la France et le Piémont? Ah oui, tout à fait, hein, on l'a dit, hein, c'est dans les deux sens que ça joue, parce que au milieu des années 1860, c'est très intéressant d'ailleurs, Napoléon III va se rendre compte qu'il a peut-être été un petit peu trop loin en ouvrant la boîte de Pandore de l'indépendance et de l'unification italienne, et ce d'autant plus qu'il a un gros problème en France. Les catholiques commencent à le lui reprocher. Or, je l'ai dit tout à l'heure, ces catholiques sont l'un des piliers fondamentaux de son régime. Alors pour se remettre bien avec les catholiques, pour se rabibocher avec le pape, il va protéger le pouvoir du pape en envoyant un corps expéditionnaire à Rome. Et il va être amené en 1867, au moment où les Italiens cherchent à prendre le contrôle de Rome pour en faire la capitale, à faire tirer sur les Garibaldiens, les républicains italiens, à la bataille de Mentana. Il y a cette formule très très célèbre en Italie qui dira: nous aimions beaucoup l'empereur Napoléon III jusque-là, tel n'est plus le cas. Mentana a effacé Magenta. Pourquoi la France reste-t-elle neutre dans la guerre austro-prussienne? Parce que Napoléon III, d'abord, souhaite l'unification allemande autour de la Prusse, je le disais tout à l'heure, et que d'autre part, l'unification italienne n'est pas totale, hors papauté, ce que ne veut plus Napoléon III dans les années 1860, mais il reste encore la Vénétie, qui est autrichienne. Et l'idée de Napoléon III, c'est de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il garantit aux deux belligérants que sont le royaume de Prusse et l'empereur d'Autriche sa neutralité. Il aurait pu prendre parti dans la guerre et envoyer ses troupes pour un camp ou pour l'autre, à la condition que dans un cas ou dans l'autre, que les Prussiens ou que les Autrichiens soient vainqueurs, la Vénétie soit cédée au royaume d'Italie. Alors il se trouve que c'est la Prusse qui va l'emporter, et en prise de guerre, eh bien, la Prusse va demander à l'Autriche la Vénétie, et une fois qu'elle l'aura obtenue, elle va la rétrocéder au royaume d'Italie. Donc Napoléon III, d'une certaine façon, ici, a réussi ce qu'il voulait. Qu'est-ce que l'affaire de la dépêche d'Ems? L'affaire de la... très dur de la résumer en 30 secondes. La dépêche d'Ems, disons que c'est un stratagème que va utiliser Bismarck pour obliger la France à lui déclarer la guerre en juillet 1870, parce que si la France ne déclare pas la guerre, mais que la Prusse est agresseur, un grand nombre d'autres États allemands refusera d'entrer en guerre aux côtés de la Prusse. Et par ailleurs, l'Angleterre, peut-être, possiblement le Royaume d'Italie, seront du côté français. Tandis que si la France est l'agresseur, eh bien, la France s'alignera l'Angleterre, l'Italie, et tous les États allemands, en vertu d'un traité défensif qu'a signé Bismarck, entreront en guerre aux côtés des Prussiens contre la France. Donc la dépêche d'Ems est un piège tendu par Bismarck, on le sait aujourd'hui, hein, je n'affabule pas ici, à la France, et la France va tomber pieds et poings dans ce piège tendu par Bismarck. On va se retrouver en guerre en 1870 contre tous les États allemands, et nous n'aurons pas le soutien des autres pays européens qui nous considéreront comme l'agresseur. Quelles sont les raisons principales de la défaite? Il y en a de multiples. Alors, la raison principale de la défaite, c'est une succession de fautes militaires, à commencer par le très piètre commandement. Alors, au sommet, Napoléon III. Napoléon III est quand même le commandant en chef de notre armée. On l'a dit au début de cet entretien, il n'est absolument pas le génie militaire de Napoléon. Et qui plus est, il est très malade. Il est atteint de la maladie de la pierre. Imaginez qu'il a dans la vessie un caillou gros comme un œuf de perdrix qui le fait horriblement souffrir, et que très rapidement, il ne pourra plus tenir à cheval. Et donc, il va déléguer le commandement à un certain nombre d'officiers supérieurs qui ne sont pas à la hauteur. Ils ont été victorieux en Algérie, mais depuis la guerre d'Italie en 1859, ils n'ont pas mené de grande guerre en Europe, là où les Prussiens viennent de vaincre, on l'a dit à l'instant, les Autrichiens dans la guerre austro-prussienne et la victoire de Sadowa. Donc il y a une dissymétrie. L'armée allemande est beaucoup plus nombreuse que l'armée française, l'état-major est mieux organisé, le matériel est bien meilleur.
Donc ça fait absolument beaucoup. Et puis il y a une erreur stratégique qui ne fait rien pour arranger les choses. La France a dilué son armée sur tout le front du Rhin, là où les Allemands ont trois grandes armées, et donc avec une grande mobilité, pourront les faire manœuvrer stratégiquement et vaincre plus facilement les Français. Qu'est devenu Napoléon III après la défaite de Sedan? Eh bien, il a été fait prisonnier. Alors, un petit mot comme sur cette défaite de Sedan, il avait deux options, hein. Soit demander un armistice, soit faire capituler son armée. Demander un armistice, c'était possibilité pour lui de rentrer à Paris et peut-être plus tard de reprendre la guerre, ou en tout cas au moins de négocier une paix honorable avec les Allemands et de se maintenir sur le trône. Et pour préserver l'épée de la France, il a décidé de capituler. Et bien évidemment, on connaît le peuple français. À partir du moment où l'un de ses chefs de guerre a capitulé, il est complètement démonétisé. Surtout quand, comme Napoléon III, il est l'héritier de Napoléon, qui est censé baser son pouvoir sur le charisme du chef. Et donc, révolution à Paris 2 jours après la défaite de Sedan, il est renversé et il est emmené par les Allemands en prise de guerre, prisonnier donc en Allemagne, jusqu'à la paix. Où est exhumée sa dépouille? Alors sa dépouille est inhumée en fait en Angleterre, puisqu'il est mort en Angleterre en janvier 1873, d'abord dans la petite église de Charlehurst, et puis parce qu'il résidait dans cette localité, et puis quand l'impératrice Eugénie exilée fait bâtir son château à Farnborough, il fait construire une abbaye où se trouve encore aujourd'hui la dépouille de Napoléon III, celle de son fils unique légitime, le prince impérial mort en 1879, et la sienne propre, puisqu'elle mort bien plus tard, un demi-siècle plus tard, en 1920. En 2025, c'est là que se trouvent ces trois dépouilles. Pensez-vous qu'il faudrait rapatrier son corps en France? Alors c'est une question que l'historien ne tranchera pas. On a eu ces dernières années plusieurs velléités. Christian Estrosi, du temps où il était ministre de Nicolas Sarkozy, voulait rapatrier cette dépouille en 2010 parce que c'était l'anniversaire du rattachement de la Savoie et de Nice. Il est maire de Nice, comme chacun sait, il voyait beaucoup de com. Il n'a pas obtenu gain de cause. La famille, jusque-là, y était très opposée. Le testament, d'ailleurs, de l'impératrice Eugénie dit « bah voilà, les Français n'ont pas respecté mon époux, il est très très bien traité en Angleterre par une communauté de moines qui rend plusieurs offices en son honneur plusieurs fois par jour. Les Français désormais, c'est en 1920 qu'elle écrivait, ont séparé l'Église et l'État, on est un pays laïque, on ne pourra pas faire pareil en France, laissons-le en Angleterre ». Les choses ont beaucoup évolué. Emmanuel Macron a été à plusieurs reprises approché. Moi-même, je suis sollicité quasiment 4 ou 5 fois par an pour ce rapatriement. Jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Nous verrons. On sait que le président Macron est en grande difficulté et que l'histoire est un moyen pour lui de s'en sortir de ce point de vue. Donc peut-être reprendra-t-il, dans les 2 ans de pouvoir qu'il y reste, cette initiative. Je n'ai pas d'opinion arrêtée. Je sais que la famille, et c'est la famille qui à mes yeux compte le plus, n'y est plus tant hostile qu'elle y avait été il y a une quinzaine d'années. Et pensez-vous que ce serait envisageable? Pour ces raisons-là, je vous dis que c'est tout à fait envisageable. Il faudra trouver le lieu, ça c'est une autre question. Bon, avec les grands travaux que fait Macron au Louvre, plutôt à Saint-Augustin, puisque Saint-Augustin est l'église qu'avait fait construire Napoléon III. Il se trouve qu'il y a une crypte qui était destinée justement à recueillir sa dépouille. La maire de l'arrondissement est très très favorable, la maire du 8e arrondissement, à cela. Forcément. Où pouvons-nous retrouver vos livres? Dans les bonnes librairies, le Napoléon III que vous avez en main est très régulièrement réédité. On en est à la 5e édition. Celui-ci est un petit peu plus confidentiel. C'est SPM dans la collection Chronos. Et il y en a d'autres, Napoléon III et l'économie, une vingtaine de livres consacrés à Napoléon III sur la quarantaine que j'ai publiée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.